Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler de la justice et notamment du procès Laurent Buti-Baruta, cet ancien haut cadre, en tout cas un des hauts responsables rwandais, sinon le tout premier à être condamné en France. Celui-ci, malgré les trois chefs d'accusation qui étaient donc portés contre lui. Deux seulement ont été retenus contre lui, notamment il a été condamné pour complicité de génocide et complicité des crimes contre l'humanité. Sinon, il a été acquitté pour ce qui est de crimes de génocide. Laurent Buti-Baruta, 78 ans, comme vous pouvez le voir en image. Celui-ci était déjà sous contrôle judiciaire depuis le mois de mai dernier en France. Celui-ci, donc, 20 ans ont été retenus contre lui. On va essayer un peu de comprendre le dénouement de son procès qui a pris à peu près 8 semaines en France. Et c'est un procès qui n'avait pas de précédent parce que je vous ai dit, c'est le tout premier haut responsable de l'époque du régime Habyarimana qui vient ou qui a été condamné sur le sol français. Et maintenant, on va essayer un peu de comprendre la particularité de ce procès et comment les choses se sont déroulées. Mais sinon, quand on parle d'anciens responsables du régime Habyarimana et surtout des personnes qui ont été condamnées pour génocide, on ne peut pas oublier également le travail qui a été fait en amont par le tribunal pénal international pour le Rwanda, mais surtout quand on parle du génocide des Tutsis du Rwanda, on ne peut pas oublier le travail effectué par les parties civiles et surtout quelles sont leurs réactions aujourd'hui après cette condamnation. Dans ce studio de RBA, nous avons le plaisir d'accueillir notre confrère Jean-Damascène Manishimwe qui nous vient de Paris où il a passé plus d'un mois pour la couverture spéciale de ce procès. Bonsoir Jean-Damascène. Bonsoir Desaviti. De retour en paix? Paisiblement. Paisiblement. Il faudrait dire que ça a été 8 semaines de marathon ou de... 64 jours au total. Du bon boulot, hein? Oui, on a essayé de bien faire, malgré le climat qui est très différent de celui d'ici. Nous avons quitté on est dans les 37-38 degrés, ce qui n'arrive jamais ici à Kigali, mais quand même on a travaillé. Voilà. On va justement revenir sur le travail que vous avez effectué sur place. Avec nous également dans ce studio, nous sommes avec Maître Faustin Mourangwa. Maître Faustin Mourangwa, il a été donc avocat à Arusha, notamment pour ce qui est du TPIR ou le tribunal pénal international pour le Rwanda. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et une fois de plus, bienvenue dans notre émission. Ça faisait un beau temps. Oui, ça faisait un moment. Voilà. Depuis Paris, justement, nous sommes rejoints par Alain Gauthier, qui est donc président du collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR. Bonsoir Alain. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois de vous joindre à nous. Déjà, Alain, je m'en vais commencer par vous, les partis civils. 20 ans de réclusion pour complicité de génocide contre Laurent Buti-Baruta. C'est un dossier sur lequel vous avez travaillé durant de nombreuses années. Tout d'abord, quelles sont vos réactions aujourd'hui, quelques jours ou quelques temps après cette condamnation? Quels sont les sentiments qui vous animent? Alors c'est vrai que dès la connaissance du verdict, nous avons manifesté notre déception que Laurent Buti-Baruta n'ait pas été reconnu comme auteur de génocide, en particulier pour les crimes de la paroisse de Kibeho. Maintenant, si vous voulez, je pense qu'à tête reposée, on peut quand même dire que ce qui reste important, c'est qu'il ait été condamné, même si ce n'est que pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité.
Je crois que c'est ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est vraiment qu'il a été reconnu coupable. Maintenant, pour nous, si vous voulez, la page va se tourner. Nous avons d'autres combats à mener. Nous ne savons pas encore si il va faire appel. Nous espérions que non, parce que, comme l'a exprimé Jean Damascène, ça a été un procès long et difficile pour différentes raisons. Et donc, nous aimerions bien aujourd'hui pouvoir nous consacrer entièrement au prochain procès qui aura lieu l'année prochaine ici en France. Au prochain procès, Maître Mourangwa, vous avez, comme je l'ai fait dans votre présentation, vous avez été à Arusha, vous avez assisté à des condamnations, sinon des procès d'anciens responsables rwandais qui étaient impliqués dans le génocide des Tutsis. Déjà, est-ce que vous particulièrement, c'est Laurent Butibaruta, c'est un nom qui est revenu dans déjà à l'époque où vous traitiez des dossiers, des personnes, donc des têtes de proue, déjà à l'époque? Oui, bien sûr. Effectivement, quand tu parles de Laurent Butibaruta, il apparaît dans plusieurs enquêtes, que ce soit à Murambi, que ce soit à la paroisse de Kibeho, que ce soit à Kitabi. Donc, il couvrait toute cette région dans les enquêtes, surtout, je me rappelle le procès Nizeimana, où même quand tu parcours le jugement, le nom réapparaît plusieurs fois. Voilà, nous devons situer déjà la partie concernée, c'est le sud-ouest du Rwanda. Jean Damascène, c'est une partie que vous avez visitée, vous avez parlé aux survivants du génocide, à certains témoins, des personnes qui l'ont connu déjà à l'époque, où il était préfet entre 92 et 94. De toute façon, avant d'aller à Paris pour suivre le procès, il y a quand même un certain avis des gens qui l'ont connu, que vous connaissiez déjà. L'homme que ces gens décrivaient ou vous ont décrit, c'est l'homme que vous avez vu déjà à la barre? Oui, Sabiti, Laurent Butibaruta, préfet de Gikongoro de juillet 92 à juillet 94, et que nous avons retrouvé à Paris, comme vous le dites. Et en fait, à mon avis, il y gardait une même image. Quelle image? Les témoins qui ont fait les dépositions, et surtout les rescapés que nous avons d'abord approchés à Nyamagabe avant d'aller à Paris, nous ont parlé de Butibaruta comme un préfet qui, à son arrivée à 92, rappelez-vous, à cette époque-là, c'était la période des partis politiques au Rwanda. Et Butibaruta, quand il est venu à Gikongoro, comme le disaient ses habitants de Nyamagabe, c'était quelqu'un qui n'était pas acharné dans le combat des partis. Et il apparaissait plutôt, comme il le disait, comme un préfet simple, qui apparaissait comme chrétien ordinaire, nous disait-il, qui allait des fois à la messe à pied avec ses enfants, ce qui était différent de ce qu'il voyait avant lui. Et je dirais que cette simplicité, si on peut ainsi dire, et se manifestait aussi au tribunal. Et d'ailleurs, vous savez que la Cour l'a souligné dans le verdict, et disant que c'est quelqu'un qui a toujours su respecter toutes les consignes qui avaient été données à Butibaruta. Vous l'avez dit dans votre introduction que depuis le mois de mai, il était sous contrôle judiciaire, et la Cour a clairement indiqué que Butibaruta a su respecter toutes les consignes qui avaient été données, et même pendant le procès,
à voir la façon dont il répondait aux questions de la Cour, il y avait quand même une apparence de simplicité. C'était quelqu'un qui parlait seulement quand on lui donnait la parole. Et d'ailleurs, c'était très rare de le voir réclamer lui-même la parole. Il attendait que son tour arrive, contrairement à ce que faisaient, par exemple, ses avocats, surtout l'avocat Jean-Marie Bijoux-Duval, qui des fois pouvait même couper la parole aux avocats, surtout des partis civils. Bouty Baruta a affiché cette simplicité. Alors, tu m'as posé la question de savoir comment les habitants de Nyamagabe qui l'ont connu au moment des faits, comment ils le décrivaient. Ils nous ont dit que Bouty Baruta a pu quand même être un préfet qui a attiré la confiance de toute la population. Et ces témoins, il le disait, même pendant le procès, il disait que c'est quelqu'un qui approchait la population et que par conséquent, réfugiés Tutsis qui étaient rassemblés dans certains lieux, surtout l'école technique de Murambi, avaient de la confiance envers lui, de telle sorte que quand ils ont passé quelques jours à Murambi, 4 ou 5 jours, ils ont fait appel à lui parce qu'il n'y avait pas de nourriture, il y avait un grand nombre de gens, il n'y avait pas de nourriture. À un certain moment, l'eau a été coupée, et la vie est devenue pratiquement impossible. Alors ils ont écrit à Bouty Baruta pour qu'il lui vienne en aide. Et il est allé là-bas le 15 avril. Il a tenu une réunion avec ces réfugiés Tutsis qui étaient rassemblés là. Et ils ont exposé leurs problèmes, les difficultés d'alimentation, donc la nourriture, l'eau. Et Bouty Baruta a donné des promesses qui malheureusement n'ont pas été tenues. Et à la fin, ces rescapés, ils ont éprouvé de la déception. Cette confiance qu'ils avaient envers le préfet Bouty Baruta, c'est une confiance, mais qui n'a jamais abouti, disons. Puisque même la sécurité... On doit parler, maître, tout de même, les préfets n'étaient pas forcément des gens qui étaient prédisposés à aller, disons, occuper les premiers rôles pour ce qui est des massacres. Dans certains coins, même certains ont même pris un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on décrit Laurent Bouty Baruta, déjà l'attitude du monsieur de l'époque avant le génocide et ce qu'il est devenu, est-ce que vous comprenez que... et là, peut-être aussi, je vais... me référer à ce que lui disait, où il a dit devant la cour, je voudrais m'adresser aux rescapés du génocide, je voudrais leur dire qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit de les abandonner aux tueurs. Et est-ce par manque de courage? Est-ce que je pourrais les sauver? Ce sont des questions même, des remords qui me hantent depuis plus de 28 ans. Je n'ai jamais été dans le camp des tueurs, je n'ai jamais accepté des atrocités. Maître, ce sont des paroles d'un condamné. Doit-on prendre ça pour de l'argent comptant ou c'est, avec votre expérience au TPIR, vous avez assisté à des réactions pareilles, peut-être pour attirer la sympathie de la Cour. Et pourquoi de telles paroles au tout dernier jour? Déjà, comment expliquer de telles paroles au tout dernier jour du procès? En fait, laisse-moi commencer par cette question. Le dernier jour du procès, c'est le moment de clôture des débats. C'est le moment, en fait, d'attirer plus le juge à te comprendre, à comprendre votre conclusion des faits qui ont été, disons, présentés devant la Cour. C'est l'occasion unique et l'occasion en or pour un peu décrire votre personnalité et votre personne, soit... pour influencer le jugement? Un peu, pour influencer, pour amener le juge
dans sa façon de faire. Mais à comprendre ce que Bouchiba Ruta a pu expliquer devant la Cour et le comportement qu'il a affiché et la stratégie qu'il a fait, ce n'est pas une stratégie nouvelle. Donc, beaucoup d'accusés, surtout d'accusés qui n'étaient pas accusés avoir pris les machettes pour aller attaquer les civils Tutsis, mais par contre qui ont donné des ordres ou qui ont fait des discours ou qui auraient organisé des réunions afin de commettre des crimes. Parce qu'il faut comprendre que ces gens, seuls les gens qui ont participé dans le cercle des réunions qu'ils organisaient, peuvent les dénoncer. Donc, Bouchiba Ruta n'est pas aussi idiot pour ne pas le savoir. Non plus ses avocats qui ont même, Dival, c'est quelqu'un qui a exercé même devant le TPIR, qui connaissait très bien cette stratégie que ça pouvait marcher. Voilà pourquoi ça peut influencer la décision des juges, surtout par rapport à l'acquittement sur certains chefs. Parce qu'il faut comprendre que Bouchiba Ruta, moi j'ai regardé, et ce n'est pas maintenant que j'ai regardé l'acte d'accusation qui avait été... Parce que Bouchiba Ruta fut quand même à un certain moment recherché et un mandat d'arrêt avait été lancé par le TPIR pour l'attraper. Et c'était pour plusieurs chefs d'accusation, y compris l'entente en vue de commettre le génocide, incitation à commettre le génocide, complicité de génocide, crime contre l'humanité. Complicité des crimes contre l'humanité. Et complicité de crimes contre l'humanité, dont viol, extermination comme crime contre l'humanité. Vous comprenez que tous ces chefs d'accusation qui étaient déjà retenus par le TPIR ne soient pas retenus par la Cour d'assises de Paris? Je suis déçu de voir que, surtout, Bouchiba Ruta comme une personnalité de cette figure, d'être acquitté pour ses chefs, parce que je suis soulagé d'abord qu'il a été poursuivi, parce que il faut comprendre que c'est passé par un non-lieu. Après, ça commence les enquêtes et puis le procès. Et 20 ans, c'est pas, en tant qu'avocat, pour moi, ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est en fait le symbole, l'image que ça laisse pour des personnalités de haut rang, comme vous l'avez souligné. Il est le premier préfet, parce que les autres qui ont été poursuivis, à part les gens qui ont été poursuivis par le TPIR, il est le premier préfet, une personnalité de ce rang, d'être poursuivi à l'étranger. Donc, ça ne donne pas vraiment un bon signe, mais je peux comprendre, parce qu'il faut comprendre que c'est des crimes c'est des enquêtes qui passent après un bon temps quand même, difficile pour les policiers français qui ne sont pas habitués à enquêter sur ce genre de crimes. La même chose, une fois s'ils ont réussi pour les enquêtes, reporter les mêmes faits pour un procureur, pour en faire un dossier, et puis faire comprendre aux juges face à des avocats comme Dival qui sont habitués à ce genre de manœuvre. C'est là où parce qu'il ne faut pas seulement s'attaquer aux juges, parce qu'il faut comprendre que la justice, c'est un travail de démonstration, c'est un travail d'analyse, c'est un travail de démonstration. Des faits. Oui, de démonstration des faits et reconstituer ce qui aurait pu se passer. Jean Damascène, tu aimerais bien rebondir là-dessus parce que je t'ai vu... Oui, d'abord, pour compléter ce que Maître vient de dire,
c'est que si nous avons cette condamnation de Laurent Gbagbo Baruta à 20 ans de réclusion, c'est quand même significatif parce que, comme vous le dites, maître, ce dossier, depuis le TPIR, était avec celui de l'abbé Mouniechaka, qui a fini par déboucher sur un non-lieu. Mais s'il y a poursuite, s'il y a condamnation, c'est quand même quelque chose qu'on doit considérer. Alors, Sabiti, tu parlais de cette attitude que Gbagbo Baruta a affichée au dernier jour, au moment du verdict. Je voudrais dire que tout au long du procès, en fait, Gbagbo Baruta, avec sa défense, je dirais qu'ils ont su quand même jouer sur la psychologie de la cour, des jurés, parce que Gbagbo Baruta a toujours tenu un langage qui était de nature, à mon avis, à séduire les jurés. Attirer la sympathie. Attirer la sympathie, oui, la sympathie des jurés. Parce que chaque fois qu'il y avait des témoins rescapés du génocide, par exemple, qui faisaient les dépositions, et après la déposition, quand c'était le tour de Gbagbo Baruta de réagir, d'abord il commençait par témoigner de la compassion envers les rescapés. Il commençait toujours avec un langage qui est un peu doux. Je comprends la souffrance du rescapé, je voudrais témoigner ma sympathie envers le rescapé, je le comprends, mais je voudrais quand même corriger quelque chose. Il commençait avec des paroles un peu douces, il n'y allait pas brusquement, et justement, je pense que ça a pu en quelque sorte jouer en sa faveur lors du verdict. Alors, Alain Gauthier, vous êtes avec nous. Alain, vous avez suivi les propos des deux invités qui sont avec nous au studio. Alain, il faut dire que c'est vrai, juste quelques temps après cette condamnation, on vous sentait vraiment abattu. Est-ce que la condamnation tout de même, est-ce qu'on peut dire que ça vient de jeter du jalon, ou ça vient de jeter des jalons pour la suite de l'affaire, ou en tout cas pour la poursuite d'autres responsables, d'autres hauts responsables rwandais sur le sol français, en Europe aussi, ou peut-être pour être beaucoup plus précis, en France, des anciens responsables? Oui, bien évidemment. Vous dites qu'on était abattus. Non, ce n'est pas le cas. On n'était pas abattus, on était déçus de cette décision. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gbagbo Baruta a été jugé, a été condamné. Il est coupable. Il est coupable et c'est, comme vous le dites, une sorte de signal donné aux autres à partir de maintenant, mais à partir aussi déjà des condamnations précédentes qu'il y avait eu en France, puisque Simbi Kangwa avait été condamné à 25 ans de prison, les bourgmestres de Kabarondo à la réclusion criminelle à perpétuité, Claude Mouaïmana à 14 ans de prison. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont été jugés ont été reconnus coupables. C'est donc que, effectivement, il y a bien en France aujourd'hui un signal donné, c'en est fini de l'impunité. Et il faut que tous ceux qui, dans un avenir proche ou lointain, vont comparaître devant la cour d'assises de Paris, eh bien, se disent qu'ils seront jugés et à la fin du procès, eh bien, sera donné ce qu'on appelle une vérité judiciaire. Alors, la vérité judiciaire, ce n'est pas toute la vérité qu'on a pu entendre. Laurent Gbagbo Baruta s'est défendu, c'est son rôle. Il a menti, mais tout accusé a le droit de mentir. Certains témoins n'ont pas été non plus à la hauteur. Certains témoins ont menti, ont reconstruit leur passé. D'autres, effectivement, étaient sincères. Beaucoup sont sincères, beaucoup étaient sincères, mais au bout de 28 ans, les souvenirs s'en mêlent, les souvenirs sont moins précis. En tout cas, il y a une vérité judiciaire qui a été donnée. Gbagbo Baruta est coupable de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Je crois que c'est quand même, au-delà de la déception, c'est ça qu'il faut retenir. L'impunité en France, c'est fini. Malheureusement, le temps, vous le savez, joue en faveur des bourreaux. La justice française a beaucoup trop tardé
à juger des génocidaires et le temps perdu ne se rattrapera pas. On nous a promis 2 procès par an, ce ne sera pas le cas cette année, puisque le prochain procès aura lieu au mois de mai 2023, ce sera le procès de Philippe Ategekimana, Philippe Magnier, un gendarme de Nyanza. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir de ce procès, stop à l'impunité. Les génocidaires qui ont trouvé refuge en France, qui ont trouvé un accueil souvent très complaisant de la part des autorités françaises, eh bien, doivent maintenant savoir qu'ils risquent de passer devant la cour d'assises. C'est ça qu'il faut retenir. Jean Damascène parlait d'une certaine sympathie que Bouty-Barouta essaie un peu d'attirer de la part des jurés. Il y a certains membres des partis civils qui ont aussi dénoncé un certain relâchement, un certain désintéressement de la part de certains jurés. Alain Gauthier, avez-vous observé la même chose? Parce que peut-être on peut dire, c'est parce que ça prenait aussi long, ça devenait un peu long, de façon que certains ont même dit qu'une bonne partie des jurés, vers les derniers jours, passaient du temps avec leur smartphone et ne suivaient pas vraiment avec un focus sur le procès. Avez-vous observé la même chose? Oui, j'ai lu ça de la part dans un article, je ne sais plus de lequel, j'ai lu cette remarque. Je crois que c'est un peu dur pour les partis civils de généraliser. Non, je trouve que nous avions des jurés qui sont bien sûr tirés au sort, qui représentent le peuple français. Ces jurés ont dû quand même être attentifs pendant plus de 2 mois. C'est une véritable épreuve pour eux aussi, qui ne connaissaient rien au dossier. Je crois que ce serait injuste de dire que beaucoup trop souvent, ils ont passé leur temps sur leur smartphone. J'ai pu le remarquer une fois ou l'autre, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons eu affaire à des gens qui étaient très attentifs, certains qui prenaient beaucoup de notes. Alors c'est vrai qu'aucun des jurés n'a posé de questions, ça nous a un petit peu étonnés dans ce procès, mais je pense que ça vient du fait que le président de la cour d'assises, M. Lavergne, lui de son côté, posait beaucoup de questions, et parfois peut-être, je dirais même un peu trop, si bien que les partis qui étaient là n'avaient plus trop le temps de questionner à leur tour les témoins qui comparaissaient. Donc je pense que c'est un petit peu la raison pour laquelle les jurés ne se sont pas manifestés eux-mêmes. Mais moi je pense qu'il faut rendre hommage à ces jurés qui ont eu quand même le courage de prendre une décision de culpabilité. Ce n'était pas un procès gagné d'avance. Vous savez, un procès d'assises n'est jamais gagné d'avance. Bouty-Barouta, comme c'est son droit, se défendait. Vous avez dit que c'est Faustin qui a dit que le dernier jour, effectivement, c'est prévu ainsi. Avant que le jury ne se retire, il est prévu un temps, c'est la parole à l'accusé. Or, là, il est vrai que vous avez lu les propos qu'il a tenus. Bon, bien évidemment, je pense que ce sont des propos qui lui ont été recommandés par ses conseils. Ses avocats. Par ses avocats, bien évidemment. Alors, c'est son rôle, c'est son jeu à lui de faire ça. Maintenant, je dirais que ce ne sont pas les paroles de l'accusé du dernier jour, de la dernière minute, qui vont véritablement influencer les jurés. Je pense que leur idée était déjà faite. Et puis, ils ont eu à répondre quand même à un nombre très important de questions. La délibération a duré toute la journée. C'est le président qui a mené les débats, qui leur a expliqué, donc je crois que non, les jurés se sont bien comportés, on doit leur rendre hommage, ils ont prononcé un verdict de culpabilité, voilà, je crois que la vérité judiciaire a été donnée et là, nous devons nous en contenter.
très important ce que vous dites, Jean Damascène. Alain Gauthier parle de l'attitude des jurés. Et déjà, moi, j'ai exprimé, c'est que certains membres des partis civils ont exprimé comme inquiétude. Est-ce que le fait de n'avoir pas parlé, de n'avoir pas posé de questions au cours du procès, est-ce que même après, toi qui étais proche de ces gens-là, c'était quoi leur attitude après la séance du jour? Par exemple, ça discutait entre eux? Est-ce qu'il y avait... Déjà, c'était quoi l'ambiance autour? Bon, écoutez, Sabiti, je suis totalement d'accord avec Alain Gauthier. Il serait un peu exagéré de dire que les jurés n'étaient pas intéressés par ce qu'ils faisaient. Ça serait aller trop loin. Moi-même, comme Alain Gauthier, je les apprécie plutôt parce que même l'attitude qu'ils manifestaient qu'ils ont manifesté tout au long du procès, c'était des gens vraiment sensibles à ce qu'ils entendaient. Et sensibles dans quel sens? Quand il y avait des témoignages surtout des rescapés du génocide, qui parlaient du calvaire qu'ils ont vécu, eh bien, il fallait voir comment les jurés réagissaient. Et la plupart, ils avaient des émotions et presque tout le monde avait du mal même à retenir les larmes. Et nous l'avons vu plusieurs fois, et les jurés qui pleuraient, qui avaient du mal vraiment à retenir les larmes, on voyait qu'ils avaient vraiment de l'émotion. Et ce que tu dis aussi qui est intéressant, c'est que peut-être ces membres des partis civils n'ont pas eu cette opportunité. Moi, j'étais là comme journaliste, j'étais censé être un peu au milieu, disons, et certains de ces jurés s'adressaient à nous pendant la pause, pendant la suspension de l'audience, du procès, et ils nous posaient des questions. Et on voyait que, en fait, ils étaient dans l'incompréhension totale. Ils ne comprenaient pas comment un peuple qui vivait harmonieusement, les gens qui habitaient ensemble, qui partageaient tout. Comment tout cela a basculé? Ça bascule tout d'un coup, ils commencent à s'entretuer. On tue un voisin qui vous donnait du feu, un symbole très significatif dans la culture rwandaise traditionnelle. Et c'était une compréhension totale. Et ils nous posaient des questions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comment est-ce que à quoi ressemblaient les Tutsis, à quoi ressemblaient les Hutus? Ils nous posaient ces questions. Et on essayait bien sûr de leur expliquer l'histoire du Rwanda, montrer que ces inventions ethniques, justement, ça ne tient pas au Rwanda parce qu'on ne peut pas trouver les trois ethnies différentes. C'est faux et c'est archi faux. Et on essayait donc de leur expliquer. On voyait qu'ils étaient vraiment intéressés, mais surtout il y avait cette incompréhension. C'est ce qui les marquait, cette incompréhension. Et quand il y avait la reprise de l'audience, et justement, ils prenaient des notes, on voyait que vraiment ils étaient intéressés. Malheureusement, il y a eu quatre jurés qui se sont retirés pour des raisons personnelles. Et je ne sais pas si ces partis civils seraient partis de ça, mais c'était des raisons qui n'avaient rien à voir avec le procès. C'était des raisons professionnelles, il y a un autre qui était pour des raisons médicales. Donc, à mon avis, vraiment, les jurés sont plutôt à apprécier. Et plutôt, il y a un autre élément que j'avais noté chez Alain Gauthier. Il a parlé quelque part du mensonge. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cet élément, le mensonge. Alain qui a parlé du mensonge de certains et qu'il dit que c'est toujours une arme pour les accusés. Ah oui, du côté de la défense de l'accusé. Je me rappelle un élément qui a surpris tout le monde, qui a surpris la Cour, et le président de la Cour, Lavergne, a dû poser la question 3 fois successives. C'était quoi? C'était un certain Augustin Ndimana qui était venu témoigner. En faveur de l'accusé? En faveur de l'accusé. Donc il a été
cité par la défense de l'accusé. Et il a dit que le discours tenu par le président intérimaire Sindi Koubrabo à Boutali le 19 avril, c'était un discours qui était très bon, qui n'avait rien d'incitatif au meurtre, au massacre. Alors, la Cour, en fait, a été surprise et le président Lavergne a posé la question 3 fois. Il voulait savoir si vraiment ce qu'il a entendu était ce qu'il a dit. Ah oui, est-ce que vous confirmez que le discours de Sindi Koubrabo n'était pas un discours incendiaire qui incitait, qui appelait les gens au massacre? Et l'autre a dit non. Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément... Celui qui dit non, c'est celui qui vient plaider en faveur de l'accusé. Alors, le deuxième élément que j'ai noté qui m'est resté en tête, c'est là où il a dit que le 11 avril, le FPR a déclaré la fin de la guerre, que la guerre était gagnée dans la ville de Kigali. Le 11 avril. Une semaine après le début du génocide. C'était juste dans les tout premiers jours. Alors il dit, le FPR, qu'est-ce qu'il a fait? Le FPR a déclaré la fin de la guerre et a invité les Tutsis qui étaient au barrage routier avec les Hutus. Alors le président a dit, est-ce que les Tutsis étaient sur les barrages avec les Hutus? Ndima a dit oui, ils étaient sur les barrages avec les Hutus jusqu'au 11 avril. Alors ce n'est que vers le 11 avril que les Tutsis ont quitté les barrages comme consigne donnée par le FPR pour qu'ils aillent se regrouper quelque part et venir attaquer les Hutus après. Mais le président a dit non. Qu'est-ce que vous dites? Les Tutsis étaient au barrage? Il répète encore, il dit oui, ils étaient là et ils ont quitté les barrages avec le consigne du FPR. Maître, vous êtes... Donc là, ce sont des éléments Alain Gauthier parlait de mensonges, ce sont des éléments qui m'ont resté en tête et qui ont choqué tout le monde, en particulier la Cour. Maître, tout de même, on ne raconte pas de telles choses devant la Cour, devant les jurés, devant les juges, devant le monde entier. On ne raconte pas de telles choses quand on est témoin, quand on est accusé, sans les conseils, comme le disait Alain Gauthier, sans les conseils de ses avocats. Dites-moi, vous qui êtes avocat de métier, ça rime à quoi tout ça? Ça, je crois que, en fait, il n'y a pas de stratégie de mensonge devant la Cour, normalement. Mais certains et pour un avocat, pousser ton client à mentir ou pousser le témoin à mentir devant la Cour, déontologiquement, ça ne marche pas. Donc, c'est une faute professionnelle. Je crois que ce que Gauthier et votre confrère essaient de dire, c'est parfois les accusés et les témoins, qui les déchargent essaient de dénaturer certains faits. Et vous comprenez qu'il y a certains anciens du régime qui ne sont là que pour la négation du génocide, raconter le double génocide, et ils ont toujours été comme ça. Moi, j'ai un jour dit affaire à un témoin qui venait du Rwanda pour décharger un accusé en disant que lors du génocide, lui fabriquait les massues pour protéger les Tutsis. Mais quand on lui a demandé combien de Tutsis il a protégé, où se trouvaient les Tutsis, directement, il ne savait ni te dire le nom de Tutsis qu'il a protégé. Par contre, il nous a dit que, puisque c'était dans la région de Gisenyi, il nous avait dit que tous les Tutsis avaient fui leur village, vers le camp des réfugiés de Nyundo. Donc, un peu pour te dire que c'est une fausse stratégie qui marche souvent
quand vous êtes en face des gens qui ne maîtrisent pas les faits. Parce que si vous êtes devant le procureur, les parties civiles ou les juges qui maîtrisent les faits, très facile à vous ramener sur les faits qui sont corrects. La même chose, un jour, j'ai dit affaire à un témoin qui s'est qualifié de rescapé et qui disait que dans le Rwanda de 1994, il n'y avait pas d'ethnie et que les histoires de cartes d'identité qui mentionnaient Hutu, Tutsi n'existaient pas. Mais quand vous allez au fond pour poser des questions, il est rattrapé et c'est là où toute la stratégie de dénaturer les faits tombe. Moi, je crois que l'accusé, au fait, parce que là où on lui permet d'utiliser tous les moyens pour sa défense, mais tous les moyens, ce que je vais dire, tous les moyens ne signifient pas mensonge, ne signifie pas dénaturer les faits. Parce qu'il y a les faits qui sont quand même établis comme des faits non discutables devant les tribunaux. Par exemple, dire, parce que je me souviens que c'est lui, le gendarme, qui a été l'équilibriste. Et je pense que ce qu'il voulait, c'était un peu dire que le camp dont Bouchiba Ruta était, ils n'ont pas commis des génocides, que par contre, ils ont subi ce qu'ils appelaient complot pour génocide. Et ce qui ne marche pas. Permettez que je fais un petit commentaire sur ce que Maître vient de dire. Il a parlé du négationnisme et du génocide. Et dans ce procès Bouchiba Ruta, il y a quand même un élément nouveau et qui semble un peu différent de ce qu'on a observé dans des procès antérieurs. Et en fait, ces personnes-là qui sont engagées dans le négationnisme et du génocide... Lorsque vous parlez des procès antérieurs, vous parlez des procès... que ce soit le procès Simbika-Angwa... de Pascal Simbika-Angwa... Je parle toujours de la Cour d'assises de Paris. Non. Augustin et Barahira et Ngenzi et aussi Muhaimana. Donc, tous ces procès qui sont tenus à la Cour d'assises de Paris. Et en fait, avec le monde actuel, avec l'évolution actuelle, tout le monde connaît la vérité sur l'histoire du Rwanda. Disons, je dis tout le monde qui est censé, disons, et qui n'est pas mal intentionné. Aujourd'hui, il est très difficile, même impossible, de faire entendre aux gens qu'au Rwanda, il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis. C'est impossible. Tu ne peux pas tenir un tel langage parce que c'est un fait qui est là. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces négationnistes? Ils ont inventé une autre stratégie. Ils n'y vont pas directement pour dire qu'il n'y a pas eu de génocide des Tutsis. Alors, ils vont chercher comment introduire des nuances et pour montrer qu'il y a eu le génocide des Tutsis, mais ils vont nuancer ce que faisait par exemple ce général Ndimana. Il y a même un autre, ce n'est pas seulement lui. Il y a aussi le général Emmanuel Habyarimana qui est venu aussi témoigner comme... Bem, le général Bem. Oui, Bem Emmanuel Habyarimana qui est venu aussi étant cité par la défense. Lui aussi, il a abondé dans le même sens. Et lui, par exemple, je me rappelle, il disait non, il y a eu le génocide des Tutsis, mais tout est la faute du FPR. Alors quand le président lui posait la question de clarifier, il disait non, le FPR n'a pas respecté les accords d'Arusha. Alors le président qui lui dit, est-ce que c'est le FPR qui a tué la première ministre le 7 avril? Est-ce que c'est le FPR qui a tué le président de la Cour constitutionnelle? Alors il essaie d'échapper un peu, il dit mais il y a les accords qu'on devait suivre, mais vous voyez, donc il ne va pas directement sur la négation du génocide, mais il cherche un discours qui va tourner tout autour pour essayer un peu de distraire le public. Le public. Maître, vous avez été au TPIR. C'est quand même le décor et la procédure, c'est tout à fait différent de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe à la Cour d'assises de Paris.
au TPIR, on n'avait pas des jurés, c'est ça. C'était l'accusé, sa défense et aussi Le procureur et juge. le procureur et le juge. C'est quoi déjà la difficulté d'avoir, sinon s'il y a des avantages aussi pour l'avocat que vous êtes, pour ce genre de procès? Parce qu'on doit rappeler aussi les faits que Laurent Bouchibarouta a été poursuivi par le TPIR, le TPIR s'est dessaisi du dossier par la suite, et puis après, donc c'est dessaisi au profit des juridictions françaises, donc aujourd'hui la Cour d'assises de Paris. J'aimerais juste savoir la différence entre les deux juridictions dans la poursuite de ces crimes de génocide. C'est quoi les difficultés que vous, professionnellement, vous dites, avec les décors, avec la procédure, ils se sont heurtés à ça ou à ça? Moi, je crois que les premières difficultés, comme le TPIR l'avait, c'est en fait avoir les gens qui traitent d'un dossier qui est situé dans un contexte qu'eux, ils ne maîtrisent pas. Donc, le contexte d'un pays africain avec tout ce qu'on peut comprendre du Rwanda, et traiter un dossier aussi qui vient de faire des années, parce que normalement, de façon classique, on est habitué à enquêter sur des crimes qui viennent de se commettre. On n'enquête pas sur des crimes qui se sont commis il y a longtemps. Parce 20 ans auparavant. Il faut reconstituer les faits, identifier les bons témoins et comprendre aussi dans quel contexte. Parce que il faut comprendre que c'est que le TPIR, vu les moyens qu'ils utilisaient, ils sont parvenus quand même à contourner, parce que vu aussi les dossiers qu'ils traitaient, un dossier pouvait aider à constituer un autre. Et c'est ce qui était un puzzle pouvait bien être bien résolu grâce à un autre procès, à un autre dossier. Donc moi je dis que le moyen matériel, le moyen humain, et le moyen temps que le TPIR a alloué au dossier n'est pas la même que les pays qui actuellement enquêtent. Mais je crois que aussi le côté contexte joue beaucoup. Ce qui jouait aussi au TPIR, parce qu'il faut pas être dupe, parce qu'au niveau du TPIR, il y avait les procureurs, les juges, et les avocats qui ne comprenaient pas le contexte rwandais. Et ce qui fait que donc beaucoup de gens pouvaient venir, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des témoins, des accusés qui racontaient n'importe quoi et que les gens avaient tendance à croire. Moi, je crois que tout ça nous montre combien c'était difficile d'un peu, mais je disais que le TPIR quand même a dû surmonter ça, parce que je crois que ce soit en France, s'ils auraient même puisé dans les jurisprudences du TPIR, s'ils avaient puisé dans les enquêtes et les dossiers traités par le TPIR dans la même région, c'est tout. Dans la même région, puisque ça couvrait les mêmes faits. Ça pouvait leur servir d'utilité pour comprendre certains faits qui n'ont pas aidé à retenir certaines charges, y compris les charges dont on redoute la participation directe. Parce qu'il faut comprendre, quand on parle de complicité, ça il faut le souligner, quand on parle de complicité dans le génocide, ça veut dire deux choses. Ça veut dire ce qu'on appelle en anglais aiding and abetting, aide et encouragement que tu as apporté aux exécutants. Ça veut dire toi-même, tu n'as pas participé, soit par manque de présence ou par manque même d'intérêt d'aller participer. Or,
on sait très bien que parmi les faits qui ont été retenus, Bouty Baruta, s'il a rencontré les victimes, que ce soit à Murambi, que ce soit au diocèse de Gikongoro, c'est qu'il n'y était pas pour rien. S'il est retourné, qu'il a rencontré les gendarmes et la police communale qui, s'il a délibérément décidé d'ouvrir la prison, sachant que les prisonniers libérés allaient exécuter avec une autre force, avec je dirais avec une cruauté. Tout ça, ça devrait être reconstitué et retenu comme des faits de participation. Et là, je reviens que la jurisprudence du prêtre de Kibuye, du prêtre de Nyange Seromba, dans cette jurisprudence, le juge est allé loin. Il est allé à déduire des faits de complicité comme des faits de participation directe. Parce que dans cette jurisprudence, le juge a pu établir que par le fait que Seromba a signalé au tueur la présence. La partie de l'église qui était faible, pour que ce soit là où il passe pour descendre atteindre les victimes, que ça a été déduit comme une participation directe. Et je crois que le même fait d'avoir délibérément décidé de faire libérer les prisonniers pour utiliser la cruauté à Murambi, et d'autres faits qui auraient été retenus, ça devrait constituer, ça devrait être déduit comme des participations directes. Et je me réfère directement à cette jurisprudence. Et je crois que c'est là où il y a eu la faiblesse. Voilà. Alain Gauthier, vous avez suivi les propos de Maître Murangwa. Je voudrais dire, je pense qu'on n'a pas répondu à votre question. Parce que là, vous posiez la question de la différence entre la procédure anglo-saxonne du TPIR et la procédure de la cour d'assises. Voilà. Non, mais je crois que c'est clair. Je pense qu'il faut être plus simple. Moi, je ne suis pas juriste. En fait, la grande différence, c'est qu'au TPIR, l'instruction se fait en cours de procès. Or, en France, l'instruction a été faite avant et on ne convoque la cour d'assises que lorsque l'information judiciaire est terminée. Je crois que c'est ça la grosse différence, pour que les gens comprennent, la grosse différence entre les deux systèmes judiciaires. Mais justement, en étant là, pensez-vous aujourd'hui que la cour d'assises de Paris soit mieux armée qu'hier ou mieux outillée qu'hier par rapport au procès en rapport avec les génocides des Tutsis au Rwanda? Avec, bien sûr, faisant référence à la toute dernière condamnation de Bouty Baruta. Je dirais que chaque procès est unique. C'est vrai que les magistrats, eux, peuvent bénéficier d'une certaine expérience. Par exemple, le président de la cour d'assises était le même que celui du procès Claude Mouaïmana. Donc, il bénéficie certainement de l'expérience. Ceci dit, chaque procès va être unique, puisque ce sont toujours de nouveaux jurés qui vont être tirés au sort. Donc, je ne pense pas que ça fasse une grande différence. La justice française a un peu plus l'expérience, mais chaque procès va être un événement unique. Il va falloir de nouveau réexpliquer le contexte à des jurés qui peut-être ne connaissent même pas le Rwanda et qui n'ont probablement jamais entendu parler du génocide des Tutsis. Voilà ce que je peux dire à votre question. Alors, très récemment, on a parlé avec le rapport du clerc et on parle d'une possibilité d'avoir deux grandes personnalités de l'époque Mitterrand. Je parle bien de l'ancien secrétaire
général à l'Élysée, Hubert Védrine. Il y a également le général Keno, qui devrait être entendu. Alors, Alain, je ne sais pas, on n'y est pas encore, mais ça s'explique comment tout ça, vous, déjà, vous qui militez pour une certaine vérité, pour une certaine justice, comment avez-vous accueilli ça? Écoutez, je pense que c'est une excellente nouvelle. Ceci dit, nous, le collectif des parties civiles pour le Rwanda, nous ne sommes pas encore partie civile dans ce dossier. Mais je crois qu'il est excessivement important, effectivement, qu'on s'interroge et qu'on interroge en particulier les deux personnages haut placés de la France en 1994, le général Keno et Hubert Védrine, concernant l'abandon des Tutsis par les soldats français pendant 3 jours à Bicécéro, puisque c'est sur les événements du Bicécéro que porte cette nouvelle qu'on a apprise il y a 2 ou 3 jours. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir. Il faut essayer de faire la clarté sur ce qu'a été le rôle des soldats de l'opération turquoise. Il y a eu certainement plus que des défaillances, il y a eu des fautes très graves, puisque pendant 3 jours, les Tutsis qui étaient sortis de leur cachette lors de l'arrivée des soldats français, ont été massacrés. Une bonne partie a été massacrée par les Imbonerakure qui étaient sur la colline de Bicécéro. Donc, on ne peut que se réjouir de cette décision. On parle bien des dates du 27, 28, 29 juin 1994, où les Tutsis de Bicécéro, qui ont longtemps résisté aux tueurs, ont été massacrés juste après le passage de l'armée française, qui avait promis de revenir pour apporter de l'aide. Peut-être pour terminer, nous acheminons vers la fin. Jean Damascène, juste en un mot, c'est quoi le journaliste que vous êtes? Vous avez couvert Arusha, les procès en rapport avec les génocides. C'est quoi déjà la différence que vous faites entre les deux? Et aussi, qu'est-ce que ça laisse la mission à vous, journaliste que vous êtes? Ça vous laisse quoi aujourd'hui? Bon, là, il s'agit de 2 contextes un peu différents. Et à Arusha, peut-être Maître va me rappeler, je ne pense pas qu'il y avait des témoins experts. Qu'il y en avait à Arusha. Il y en avait, ah oui. Notamment Dupaquier, Jean-François Dupaquier. Dallaire et les autres. Roméo Dallaire, oui. Mais déjà, avec la cour d'assises, si nous avons affaire à des jurés qui ne sont pas juristes de formation, peut-être des gens pourraient se demander quelle est l'efficacité de ces gens. Eh bien, je dirais que ce sont des gens qui sont bien armés, disons, parce que, comme Alain Gauthier le soulignait tout à l'heure, il y a un travail qui se fait bien avant, le gros du travail est fait bien avant. Il y a des recherches qui sont faites, il y a ces témoins experts qui viennent expliquer la situation, et il y a la cour, les juristes de formation qui sont carrés dans le domaine et qui comprennent bien. Et je dirais que ça a permis quand même aux jurés de bien comprendre, de se situer, de pouvoir faire efficacement leur travail. En tout cas, c'est par ces mots que nous mettons un point final à notre émission. Nous aurons certainement peut-être le temps de revenir sur certains... Si vous permettez, je voudrais remercier Jean Damascène et Inès pour le travail qu'ils ont fait. Voilà. Merci beaucoup de le faire à l'antenne, et nous le remercions grandement, le travail qu'il a fait pour le compte de RBA, et notamment pour le compte des Rwandais qui avaient besoin de connaître les tenants, les aboutissants et surtout le dénouement de ce procès. Merci à tous les 3, Alain Gauthier, collectif des partis civils pour le Rwanda, Maître Faustin Mourangwa, ancien avocat au TPIR, Jean Damascène, bien sûr, le nôtre ici à RBA. Et grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous atteindre de chez vous. Et à mon nom propre, je vous dis merci. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.